D'accord. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence. Je suis Béatrice Pina, membre du groupe éducation de la France Insoumise. Je voudrais remercier Guylaine David qui participe à cette conférence. Elle est co-secrétaire nationale du SNU-IPP-FSU, syndicat du premier degré des enseignants, syndicat des enseignants du premier degré, et Léo Walter, qui est député insoumis de la 2e circonscription des Alpes de Haute-Provence et qui siège au sein de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. À la toute fin de la campagne, Jean-Luc Mélenchon a tenu une conférence de presse avec les économistes de la NUPES dans laquelle il a analysé l'effondrement de l'État et il a fait un parallèle entre l'hôpital public et l'éducation nationale. Et il nous a semblé pertinent de vous proposer pendant ces amphis un temps de réflexion sur le sujet de l'effondrement de l'école publique. On va centrer cette conférence sur le premier degré, sur l'école primaire. J'ai commencé un premier exposé, puis ensuite je laisserai la parole à Guylaine et puis à Léo. On parlera 15 minutes chacun, et puis ensuite on va organiser des tours de parole afin d'échanger avec vous dans cette deuxième partie de conférence. Alors prenez place. Alors, le démantèlement progressif du service public de l'éducation nationale n'est pas nouveau, mais il a connu une accélération ces 5 dernières années et il fait à présent l'objet de reportages réguliers dans les médias. Face à la pénurie d'enseignants, il n'est plus possible de se voiler la face et d'assurer la présence d'un enseignant dans chaque classe à la rentrée. Par quelques chiffres, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, plus de 4000 postes d'enseignants n'ont pas été pourvus à l'issue des premiers concours de recrutement cette année. Guylaine va reparler du premier degré, mais dans le second degré, on a beaucoup entendu parler des professeurs de mathématiques. Près de la moitié des postes ouverts au concours d'enseignement, le CAPES de mathématiques, n'ont pas été pourvus. Ça représente 478 enseignants qui ne seront pas dans les classes à la rentrée, si bien que Emmanuel Macron est dans l'incapacité d'accomplir sa promesse, la promesse de rétablir un enseignement de mathématiques pour tous les élèves de première, un enseignement qui avait été supprimé lors de la réforme du lycée par Blanquer. En fait, c'est impossible. Il faudrait plus de 1000 enseignants pour que chaque élève de première puisse suivre un enseignement en mathématiques. Donc, c'est proposé simplement sous la forme d'une option, en espérant bien sûr que tous les élèves ne prendront pas cette option, parce qu'il est impossible d'assurer des cours de mathématiques pour tous les élèves de première. D'autres disciplines également sont déficitaires. On en parle peu, mais par exemple en éducation musicale, 70% des postes offerts au concours sont restés vacants cette année. Même chose dans l'enseignement professionnel, on en entend également peu parler, mais 65% des postes n'ont été non pourvus, par exemple en biotechnologie, option santé-environnement, un secteur pourtant clé actuellement. Non seulement les métiers de l'enseignement n'attirent plus, mais les enseignants en poste démissionnent davantage et partent à la retraite plus tôt. Les job dating se sont multipliés dans l'éducation nationale et dans les académies déficitaires. Le nombre de contractuels explose et des professionnels sont formés simplement 2 jours avant la rentrée, 2 jours avant de prendre une classe lors de la rentrée. Des personnels qui subissent une forte précarité. Voilà pour le contexte. Le constat est finalement partagé par tous. L'école est en crise, l'école est malade. Macron a même déclaré devant les recteurs jeudi « Quelque chose ne marche pas dans notre organisation collective », comme si ça ne faisait pas 5 ans qu'il était au pouvoir et qu'il n'avait pas ardemment contribué à cet état de fait. Face à cela, Macron a développé pendant la campagne présidentielle et ces dernières semaines une série de propositions. Donc c'est des propositions qui ne sont pas nouvelles, qui ne sont pas révolutionnaires, qui ont déjà été testées et mises en place depuis plus de 30 ans dans d'autres pays. Ce sont des politiques éducatives d'inspiration néolibérale et qu'on appelle généralement New Public Management ou nouvelle gestion publique. Et au Québec, qui sont appelées, et moi je trouve que ce terme est vraiment pertinent, la gestion axée sur les résultats. Cette politique de pilotage par les résultats est un véritable renversement idéologique. On ne mène plus une politique en adaptant les moyens alloués à un objectif. Ce sont les acteurs locaux qui deviennent responsables des résultats de cette politique via des contrats d'objectifs.
L'échec, finalement, n'est plus un manque de moyens, mais un défaut de méthode des acteurs censés mettre en place cette politique. Donc il y a une véritable déresponsabilisation de l'État qui se défausse sur les établissements et in fine sur les enseignants. Les performances des différents systèmes éducatifs ne sont plus jugées que sur des résultats aux tests internationaux qui ne sont eux-mêmes jamais remis en cause, jamais questionnés. C'est finalement une grande compétition mondiale qui est organisée, où chaque place gagnée ou perdue par un pays va être commentée et considérée comme significative. Finalement, la croyance s'instaure que l'on peut objectiver l'enseignement comme n'importe quel produit. L'action éducative est réduite à des simples résultats de performance aisément mesurables. On peut penser également à l'enseignement supérieur et au classement de Shanghai. La ministre Retailleau de l'enseignement supérieur s'était félicitée il y a quelques semaines sur le classement des universités françaises dans ce classement de Shanghai. Donc, dans les différents pays qui ont mis en œuvre ces politiques, on observe toujours les mêmes processus et on peut relever 3 étapes dans ce processus. Premier point, il faut créer des outils de gestion, c'est-à-dire des évaluations. Donc, les évaluations nationales ont été mises en place, rendues obligatoires par Blanquer lors du précédent quinquennat. Elles existent donc à plusieurs niveaux, en CP, à l'entrée au CP, en janvier, en CE1, en 6e et en seconde. Premier point, outils de gestion. Deuxième point, il faut mettre en place l'autonomie des établissements afin qu'ils soient contraints de respecter des objectifs, les objectifs qui sont fixés par ces évaluations nationales. Pour cela, 3 étapes: décentraliser, déréglementer en donnant plus de liberté locale. Et Emmanuel Macron a toujours ce mot dans la bouche, il faut redonner de la liberté aux établissements, de la liberté aux enseignants. Troisième point, renforcer le contrôle hiérarchique au sein des établissements. Et là, on peut penser à la loi RILAC. Léo va revenir sur la loi RILAC qui met en place, qui modifie le code de l'éducation pour donner des missions supplémentaires aux directeurs et aux directrices d'école sans jamais les définir. Ce seront des décrets qui ne sont pas parus, qui plus tard définiront ces mêmes missions supplémentaires. La contractualisation est aussi un élément clé de cette autonomie des établissements. Les établissements passent un contrat avec le ministère. Cette contractualisation est déjà expérimentée en France. Depuis la rentrée 2021, ce sont des contrats locaux d'accompagnement, les CLA. Ces contrats lient pendant 3 ans l'éducation nationale, les rectorats et les établissements, avec une clause de revoyure pour prolonger si besoin ce contrat. Donc il y a des moyens supplémentaires contre des objectifs à respecter. Et des établissements privés peuvent en bénéficier. Donc c'est de l'argent public qui est capté notamment par des établissements privés sous contrat. Donc ça concerne des établissements qui sont proches de l'éducation prioritaire. Donc je reviens sur mes 3 étapes. Première étape, créer des outils de gestion, les évaluations. C'est fait. Deuxième étape, mettre en place l'autonomie des établissements avec une contractualisation. Troisième étape, autonomie financière. Face aux restrictions budgétaires, la diversification des sources de financement est nécessaire. Finalement, il y a peu de gains de productivité possibles dans les établissements scolaires et les partenariats publics-privés vont se multiplier et vont être une réponse à cette austérité. Quelles sont les conséquences? Donc en fait, on a 30 ans de recul sur ces politiques éducatives, donc on sait les produits, ce qu'elles produisent. Première conséquence, l'appauvrissement des apprentissages. Les apprentissages sont réduits à ce qui va être évalué lors de tests nationaux. Donc on a l'exemple au Québec où des professeurs de français souhaitent enseigner la poésie, mais la poésie, elle n'est pas évaluée. Donc finalement, ça ne sert à rien. Il y a moins de sorties scolaires, puisque ça ne va pas être ensuite évalué lors des tests nationaux. Finalement, c'est du bachotage permanent. Le temps d'enseignement est rationalisé et utilisé pour préparer ces tests. Il n'y a plus de temps pour apprendre, se former, et l'erreur n'est plus considérée comme une étape dans le processus d'apprentissage. Ça aboutit également régulièrement à la manipulation des notes. C'est la conséquence d'un système où enseignants et écoles sont en concurrence. Les enseignants québécois évoquent ce phénomène comme une conséquence directe de leur responsabilisation. Alors la manipulation des notes, elle arrive régulièrement en France quand on évoque l'enseignement privé sous contrat, quand on évoque la réforme du lycée
et le contrôle continu pour le bac, et également pour Parcoursup. Autre conséquence qui me semble réellement vraiment centrale, c'est la responsabilité des enseignants. La gestion axée sur les résultats n'a pas fait preuve de ses effets sur la réduction des inégalités scolaires. Alors, c'est même le rapport de l'inspection générale sur l'autonomie des établissements de 2019 qui le dit. Donc, c'est même un rapport de l'Éducation nationale qui dit, je le cite, « Les nombreux travaux de recherche mettent en lumière la difficulté à évaluer le lien entre autonomie et réussite des élèves. Et l'autonomie peut même avoir un effet négatif, et ils prennent l'exemple de la Suède. » Donc, ça ne fonctionne pas. Mais malgré tout, on décide de le mettre en place. Et je vais citer Christophe Marois, qui est un sociologue de l'éducation au Québec et qui a bien analysé les conséquences de ces politiques libérales au Québec. Il explique que parmi les cadres scolaires, parmi la hiérarchie, il y a une très forte conviction, mais qui n'est pas étayée, que ces politiques fonctionnent. Et il parle finalement d'une croyance en leur efficacité. Et je vais le citer. « Celle-ci a un effet pervers, celui de penser que la réduction des disparités de résultats entre élèves dépend surtout de l'efficacité d'établissements autonomes, de la mobilisation et de la responsabilisation des équipes. » Donc finalement, si ça ne fonctionne pas, c'est de la faute des équipes et des enseignants qui n'ont pas su mettre en place cette politique. Elle n'est jamais questionnée. Et puis, il y a d'autres facteurs qui sont complètement oubliés, complètement occultés, comme par exemple la mixité sociale au sein des établissements. Alors que pour le coup, la ségrégation, la faible ségrégation a des effets positifs, et ça, c'est largement documenté. Et on le voit dans les discours d'Emmanuel Macron. On va parler d'autonomie des établissements, de contrats, de liberté, mais jamais la carte scolaire n'est évoquée. Jamais la mixité sociale dans les établissements n'est évoquée, la ghettoisation de certains établissements. Donc finalement, il y a une croyance dans la pertinence de ces politiques qui n'a jamais été démontrée, et ça s'appelle de l'idéologie. Autre conséquence de ces politiques, des conditions de travail qui sont fortement dégradées pour les enseignants. Concrètement, les enseignants doivent rendre des comptes au directeur de l'établissement. Au Québec, par exemple, si un enseignant a des résultats moins bons que la moyenne, un conseiller pédagogique peut venir surveiller cet enseignant. Et c'est un système qui va exercer des fortes pressions sur les personnels et qui indexe le salaire des enseignants sur leur performance. Donc, on a plusieurs exemples, et notamment en Angleterre, où le salaire des enseignants n'est plus établi selon un barème national, mais il est désormais largement conditionné par les directeurs d'établissement à un certain nombre de critères. Dans ces critères, il y a les progrès mesurés par les élèves, mais aussi la participation des enseignants à la vie de l'école en dehors du temps scolaire, donc en dehors du temps de classe. Ça évoque plusieurs points de ce qui s'est passé ces 5 dernières années sous Blanquer. L'instauration du principe d'une prime au mérite, c'était un élément fort de la campagne de Macron en 2017, de dire que les enseignants en REP+, allaient avoir une prime de 3 000 € supplémentaires. Sauf qu'il y a une partie de cette prime qui est conditionnée au résultat de l'établissement, un certain nombre de critères. De toute façon, il y a un quota, donc il serait impossible de donner l'entièreté de cette prime à tous les enseignants. Donc on voit que dès le départ, en fait, les dés sont pipés. Donc le principe de la prime au mérite, elle existe déjà finalement dans l'éducation nationale. Et d'autre part, c'est le pacte qu'Emmanuel Macron propose aux enseignants. Il y a une part du salaire qui vous pourrez être augmenté, mais si vous acceptez des missions supplémentaires et des missions qui sont en dehors du temps scolaire. Donc c'est bien conditionner une partie du salaire des enseignants à l'acceptation de nouvelles mesures et des nouvelles missions qui ne sont pas statutaires. Donc toutes ces mesures entraînent des conditions de travail dégradées pour les enseignants qui seront à l'origine d'une pénurie d'enseignants et d'une baisse de qualité de l'enseignement. Autre point, autre conséquence, la création d'un quasi-marché scolaire. Personnel et établissements dans ce système sont mis en concurrence et les parents deviennent des consommateurs. Et la publication des résultats, des évaluations, est la première étape de ce processus. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a annoncé que les résultats des évaluations nationales seraient publics. Il a même dit à un moment donné qu'on saurait
classe par classe quels sont les résultats des élèves, mais est-ce que c'est le résultat des élèves ou le résultat des enseignants finalement, et chaque classe est mise en concurrence, chaque établissement est mis en concurrence. Alors elle était revenue ensuite sur ses propos parce que ça avait provoqué un tollé. Les expérimentations à Marseille qui ont été lancées depuis l'année dernière et qui commenceront concrètement à se mettre en place cette année. Expérimentation qui va être généralisée ensuite à l'ensemble des établissements. Guylaine va en reparler. C'est le fonctionnement d'un appel à projet, c'est-à-dire qu'on va financer des écoles, on va les mettre toutes en concurrence et elles auront des moyens supplémentaires à condition qu'elles remportent cet appel à projet. Donc, toutes les écoles ne bénéficieront pas de moyens supplémentaires. Il y a une mise en concurrence des établissements, ce qui revient à démanteler le service public en explosant le cadre national. L'offre éducative devient morcelée, différenciée entre établissements et marchandisée, et cela instaure une rupture d'égalité entre les élèves. On a un recul sur le fonctionnement des appels à projets. C'est mis en place depuis des années dans l'enseignement supérieur. Et les conséquences sont claires. C'est le système des universités à double vitesse. D'une part, des universités d'excellence qui se sont regroupées, qui sont dans le classement de Shanghai et qui captent la majorité des financements publics. Et puis, un réseau d'universités de second rang, des universités qui accueillent les étudiants issus des milieux populaires et qui, elles, disposent de bien moins de moyens de formation et de recherche. Dernier point. L'entrée des financements privés dans les établissements publics. On a l'exemple de la Grande-Bretagne où les établissements scolaires publics peuvent lever des fonds supplémentaires à travers des contributions volontaires de parents, la mise en location d'une partie de leurs locaux ou organiser d'autres activités lucratives. Donc face au manque de moyens, on va chercher des fonds privés. Voilà quelques éléments sur le programme d'Emmanuel Macron. Et donc sa contribution active à l'effondrement de l'école publique. Donc je vous ai brossé un tableau apocalyptique, mais vous allez voir qu'on a des ressources pour lutter contre ce projet mortifère. Et je vais laisser la parole à Guylaine. Alors, ça fonctionne ? C'est bon ? Vous m'entendez ? C'est allumé ? Là, c'est mieux ? Peut-être qu'il faut que je parle plus fort ? Là, c'est mieux ? J'ai toujours un problème avec les micros. Non ? Et là ? Et là, c'est mieux ? Voilà. Bon, c'est mieux quand même si on s'entend. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce débat. Béatrice, effectivement, a adressé un certain nombre de choses, a dit un certain nombre de choses, notamment sur le programme d'Emmanuel Macron. Je vais y revenir. Et elle a aussi parlé du bilan de 5 ans, parce qu'effectivement, il faut aussi partir d'où on est, ce qui s'est passé avant, parce que c'est important quand même dans cette logique sur l'école. Alors, oui, l'école va mal. J'aurais aimé venir aujourd'hui vous dire que tout allait bien et qu'on allait faire une rentrée merveilleuse et qu'on arrivait dans nos écoles à réduire les inégalités scolaires, mais non, malheureusement, c'est pas le discours que je vais avoir, même si il faut être optimiste et se dire qu'on a les moyens et qu'au SNUI PPFSU, on défend un certain nombre de choses et un projet qui pourrait permettre que justement cette école elle aille beaucoup mieux. Alors non seulement l'école ne remplit plus son rôle, mais en plus elle creuse les inégalités scolaires et ça a été, ce sont les conséquences des politiques qui ont été menées ces dernières années et notamment ce qui a été mené depuis 5 ans. Et ce qui s'est passé là depuis 5 ans va être très compliqué à récupérer, d'autant plus que la politique de Macron n'est pas tellement différente. Alors, je vais partir de ce que vous avez certainement entendu cette semaine. Macron, il est allé rencontrer les recteurs pour le discours de rentrée.
c'est quelque chose qui est inédit, hein. C'est quand même quelque chose qui est quand même très symbolique. D'abord, très certainement parce qu'on a amené syndicalement, mais aussi politiquement, dans les médias, cette crise de l'école dès la fin de l'année scolaire, hein, avec cette crise de recrutement, en annonçant que non, il n'y aura pas un enseignant devant chaque classe à la rentrée. Et forcément, il y a eu quand même beaucoup de débats qui ont mené le président très certainement à intervenir auprès des recteurs. Donc, aucun président ne le faisait. Et en plus, au-delà de cette intervention devant les recteurs, à la limite, il pourrait intervenir devant les recteurs, mais que ce soit médiatisé à ce point, c'est assez inédit. Ce n'était pas un discours au recteur qu'il a fait, c'était un discours à la nation. C'est-à-dire qu'il a expliqué ce que faisait l'école et ce que ne remplissait pas l'école. Alors en plus, comme l'a dit Béatrice, il a eu un discours où il a dit tout va mal, l'école ne remplit plus son rôle. Et oui, où est-ce qu'il était pendant 5 ans? C'est-à-dire que c'est quand même lui qui a laissé Blanquer pendant 5 ans mener cette politique qui a conduit aujourd'hui à là où on en est. Sur la crise de recrutement, c'est très net, mais sur le reste aussi. Alors, cette reprise en main du président Macron montre aussi qu'il n'y connaît rien à l'école. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a pu déclarer. Alors, on se demande toujours si c'est de la provocation ou si c'est une réalité, mais ils n'y connaissent rien. Et je n'ai pas peur de le dire, en fait c'est assez aberrant, mais quand il déclare qu'il vient de découvrir qu'il y avait des projets d'établissement dans les établissements et des projets d'école, oui, les projets d'école, ça date de 1989, c'est la loi Jospin, donc il a un petit peu de retard sur l'école. Mais ce n'est pas très étonnant, ce n'est pas le seul sujet sur lequel il n'y connaît rien, et on voit bien que du coup, il va calquer la logique, comme l'a dit Béatrice, la logique du privé, on verra, c'est la mise en place des projets, c'est un peu la Startup Nation qui arrive dans les écoles. Mais tout ça, c'est inquiétant parce qu'effectivement, comme je le disais, il faut revenir de ce qui s'est passé pendant 5 ans. C'est un épuisement de l'école lié à 5 ans de politique de Jean-Michel Blanquer. 5 ans d'un pilotage injonctif mais que Macron a soutenu, c'est-à-dire qu'il a encore rappelé cette semaine devant les recteurs, il a soutenu Blanquer pendant 5 ans. D'une politique ultralibérale qui a été néfaste pour le service public d'éducation. D'abord, c'est la multiplication des prescriptions qui a exacerbé la mise sous tutelle des enseignants, hein, dans les écoles, c'est-à-dire qu'on a eu un nombre de prescriptions très importantes. La liberté pédagogique, elle a été remise en cause, et ce, dès le début du quinquennat, quand on a mis en place les CP CE1 à 12 élèves. Vous vous souvenez, ce fameux dédoublement, d'ailleurs, c'est la seule chose qui ressort de leur bilan en disant que ça a réduit les inégalités, ce qui est faux, puisqu'on n'a toujours pas fait preuve que ce dédoublement a réellement réduit les inégalités entre les élèves de REP+, et les élèves qui sont des autres, hors réseau éducation prioritaire. Dès la mise en place des CP CE1 à 12, ça s'est accompagné d'un slogan de 100% de réussite au CP. Alors c'était complètement aberrant puisque, pour ceux qui ne savent pas, à l'école primaire, on fonctionne par cycle. Et si on a un fonctionnement par cycle, ça aussi c'est 89, c'est aussi pour permettre aux enfants, aux élèves d'avoir un apprentissage qui ne soit pas borné chaque année par des objectifs. Donc ce 100% de réussite, c'était forcément donner des objectifs de réussite aux enseignants. Ça a été une véritable caporalisation qu'on a subie dans ces classes où on venait vérifier que la méthode utilisée était la bonne pour répondre, Béatrice l'a dit, aux évaluations CP-CE1 et puis pour répondre aux objectifs du ministère. Donc c'est aussi ça qui fait que les enseignants en éducation prioritaire, mais aussi ailleurs, ont perdu le sens du métier. C'est-à-dire que quand on n'a plus de liberté pédagogique et qu'on nous oblige à utiliser telle ou telle méthode, parce que c'est comme ça qu'on va faire réussir les élèves, eh bien, on ne sait plus pourquoi on est là finalement et on applique la politique du ministère et on n'est plus concepteur ou conceptrice de ces enseignements. On est vraiment là pour
appliquer les prescriptions du gouvernement, du ministère. Donc ça a énormément pesé, ça pèse encore sur les équipes. Et on voit bien qu'on a des démissions de personnel qui sont pas forcément en début de carrière, mais en milieu de carrière, et qui disent mais moi je me reconnais plus dans ce que je fais, je suis sans arrêt épié dans mon métier, donc je laisse tomber. C'est également le manque d'enseignants. Il faut aussi, c'est ce qu'on a subi, c'est aussi les suppressions de postes ces dernières années. Et puis il faut pas se leurrer. Il y a eu des dotations de postes dans le premier degré, mais elles n'ont été là que pour mettre en place le CP-CE1 dédoublé, parce que c'est une mesure extrêmement coûteuse. Je ne reviens pas sur le nécessaire allègement des effectifs dans les classes. C'est un levier de réussite des élèves, mais ce dédoublement, il a coûté en nombre de postes. Et donc forcément, sur le terrain, ça a conduit, dans la carte scolaire, à fermer des classes ailleurs, et puis à fermer aussi d'autres postes type de poste, on va dire, alors dans l'enseignement spécialisé avec nos réseaux d'aide, mais aussi les postes de remplaçants. Et il y a quelque chose qui a été découvert aussi par la crise sanitaire qu'on vient de subir pendant 2 ans, où on a enfin parlé du problème des remplacements dans les écoles, dans nos écoles. Parce que qu'est-ce qui se passe quand un enseignant est absent dans une école maternelle ou dans une école primaire? Eh bien, on accueille quand même les enfants. Mais comme on n'a pas d'autre personnel que des enseignants, eh bien, on va répartir les enfants de cette classe dans les autres classes et on va dégrader à la fois les conditions d'apprentissage des élèves qui n'ont plus d'enseignants, mais aussi les conditions d'apprentissage des élèves des autres classes qui ont du coup une classe surchargée. Je vous passe les enseignants qui sont les congés maternité qui ne sont pas remplacés ou les classes qui ont une succession de plusieurs enseignants dans l'année et qui du coup dégradent les conditions. C'est valable partout en France, mais on sait aussi que dans les quartiers populaires, c'est là aussi où ça pèse parce que d'abord, nos élèves ont besoin de plus dans ces quartiers populaires, mais en même temps, c'est aussi là qu'on a le moins d'enseignants et les problèmes de remplacement. Alors, le taux de remplacement effectif, il était de 78,9% en 2020, alors qu'il était de 83,3% en 2019. Je vous donne les chiffres. Ça peut paraître pas grand-chose, c'est énorme, parce que ça veut dire que tous les jours, dans les départements, il y a des centaines d'enseignants qui ne sont pas remplacés. Donc, c'est des journées de classe en moins pour les élèves. Actuellement, le vivier de remplaçants, il est de 8,1%, donc c'est 8,1% de l'ensemble des PE, et on estime au SNUIPP qu'il faudrait le porter à 10% pour combler tous les problèmes de remplacement. Alors, cette rentrée scolaire, c'est aussi le creusement des inégalités qui perdure. Je l'ai dit, l'école ne réussit pas à combler ces inégalités, voire même elle les creuse. Et là aussi, la politique de Jean-Michel Blanquer pendant 5 ans a amené à creuser ces inégalités. D'abord par le renforcement, le resserrement sur les fondamentaux. On en parle souvent, il faut faire du français et des maths parce que c'est ça qui est important et il table beaucoup là-dessus. On est le pays en Europe qui consacre le plus de temps dans l'emploi du temps au français et en maths. Et pourtant, on n'arrive pas à creuser, à résorber les inégalités. En France, on ne consacre que 42,5% aux autres disciplines que français et maths. Alors que dans les autres pays de l'OCDE, c'est 63% qui sont consacrés aux autres disciplines. Alors vous comprenez bien que si on fait que du français et des maths et que si les autres disciplines, on ne les fait pas à l'école, eh bien on réduit la culture commune des élèves et toutes les autres disciplines qui sont nécessaires C'est quoi ce... Ah, d'accord, okay, je comprends mieux. Non, je pensais que c'était Olivia Grégoire, mais non, elle n'a pas l'air de faire... Donc oui, je vais essayer de me reconcentrer. Donc effectivement, tous les savoirs qui sont pourtant déterminants pour les élèves des milieux populaires, que les élèves des milieux sociaux favorisés, eux, rencontrent à la maison, c'est-à-dire que tout ce qui est culturel, tout ce qui est scientifique, activité en dehors de l'école, eh bien, sinon on ne le fait pas à l'école, nos élèves des milieux populaires ne les rencontreront jamais. Et c'est là aussi où on creuse les inégalités. Donc c'est important qu'on ait une culture commune pour tous et toutes.
Alors c'est aussi, Béatrice l'a dit, la question des évaluations nationales. Donc on a été aussi, enfin c'est même dit dans la circulaire de rentrée cette année, on parle de culture de l'évaluation. C'est un terme qui n'apparaissait pas jusqu'à présent. Donc vous imaginez que la culture de l'évaluation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on fait des évaluations pour piloter le système. Donc nous, on l'a dénoncé dès le début de la mise en place de ces évaluations nationales, mais on voit bien que c'est l'objectif final. Et on voit bien, à partir du moment où les résultats des évaluations tombent dans les classes, dans les circonscriptions, on a des réunions avec les conseillers pédagogiques qui nous disent là, ça ne va pas du tout, il va falloir cibler sur ça et regarder ce que vous faites. Donc il y a aussi une mise en danger de ce qui se fait dans les classes parce qu'on ne fixe que sur ces évaluations. Et si elles étaient bonnes, ces évaluations, mais non, elles ne sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'elles sont centrées sur des savoirs très spécifiques, des savoirs très mécaniques, en lecture, en mathématiques, et qui ne permettent pas à l'élève de réfléchir et de construire sa pensée et ses apprentissages. Donc vraiment, il faut que tous les domaines de connaissances soient mis en place à l'école pour que cette culture commune, elle se développe. Ensuite, donc ça a été quelque chose qui a vraiment pesé. Et puis, Béatrice le disait, quand on a des évaluations qui se répètent tous les ans, finalement, les collègues, au départ, ils s'opposent à ces évaluations. Puis petit à petit, ils sont repérés par les IEN. Donc, ils se disent, bon, allez, on va s'y mettre. Finalement, on va les faire. Puis finalement, on va peut-être bien les bachoter. Puis finalement, on finit par dire aux collègues de grande section, ce serait bien que tu les prépares avant. Et puis petit à petit, on fait un glissement et on va primariser l'école maternelle et ne travailler que les tâches des évaluations à l'école maternelle. Donc c'est très inquiétant et c'est très dangereux pour le système et c'est très dangereux surtout pour les élèves et encore une fois pour les élèves des milieux populaires. Il faut, enfin en tout cas pour le SNUIP, il faut vraiment qu'il y ait une réaction par rapport à ça et un changement de cap dans les politiques éducatives. Alors sur le fond, je le disais sur les domaines d'apprentissage, mais c'est aussi sur la baisse des effectifs dans toutes les classes. Nous, on chiffre il faudrait 90 000 enseignants. Alors on peut se dire 90 000, waouh, c'est énorme. Ben oui, mais c'est aussi ce qui permettrait de faire fonctionner le système. Et quand on dit 90 000 postes, c'est pas forcément que des enseignants face à élèves. C'est on milite pour une équipe pluriprofessionnelle au sein de l'école avec des enseignants spécialisés dans la grande difficulté scolaire, nos personnels de réseau d'aide. Ça veut dire aussi des psychologues scolaires, puisqu'on en manque énormément. Ça veut dire des assistantes sociales, parce qu'on n'en a pas et on en a besoin dans nos écoles. Ça veut dire des enseignants supplémentaires dans les classes, ce fameux plus de maîtres que de classe qu'on avait obtenu avec le précédent gouvernement, qui ont été complètement supprimés avec Blanquer. Et on n'en a plus. Et c'était cet enseignant qui permettait d'être deux dans la classe, d'avoir un double regard sur l'élève. Parce que finalement, quand on ferme la porte de la classe et on se retrouve face à la difficulté de nos élèves, c'est un métier qui est quand même très solitaire face aux élèves. Donc il faut être plusieurs pour regarder par plusieurs regards. Et puis après, il faut permettre au collectif de travailler. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été mis en place qui a été entravé par Blanquer, c'est-à-dire qu'on est dans une individualisation des parcours à la fois de l'élève, mais aussi des enseignants, et on met en concurrence les enseignants. Béatrice l'a dit sur la question de la prime REP+, qui est individualisée, qui n'est pas la même pour tous, et au final, on casse ce collectif qui pour nous est très important. Le collectif, c'est aussi pour ça qu'on s'était battu contre la loi RIAC. On ne veut pas d'un directeur, chef d'établissement, chef d'école et supérieur hiérarchique, parce qu'on considère que l'équipe est là pour agir sur l'école. Donc il faut alléger les effectifs, il faut plus d'enseignants dans les classes. Il faut aussi favoriser l'école à 3 ans. Avant 3 ans, on milite pas à 3 ans, justement, parce qu'on pourra revenir sur cette obligation, mais l'école avant 3 ans, et puis, bien évidemment, la formation initiale et la formation continue. Je ne sais pas si on aura le temps d'en dire un mot, mais là aussi, c'est important.
Alors forcément pour ça, il faut augmenter les dépenses d'éducation. Alors quand on dit ça, Blanquer nous répétait à chaque fois, mais je les ai augmentées, les dépenses d'éducation. Eh bien non, les dépenses d'éducation, même si elles ont été augmentées, en fait, en part sur le PIB, elle a baissé la part de l'éducation. C'est-à-dire qu'on est passé de 7,7% en 1996, de la part de l'éducation dans le PIB, à 7% en 2020. Ça peut faire pas grand-chose, mais en fait, ça représente quand même 25 milliards d'euros en moins. 25 milliards, donc une paille, quoi, en fait. Donc, en fait, on voit bien que ce manque d'investissement dans l'école publique, quand Macron dit il ne faut pas seulement des moyens, non, nous, on est désolés, on en réclame. C'est vrai qu'on réclame toujours des moyens, mais on voit bien que c'est nécessaire pour pouvoir fonctionner. Alors, ce problème de la rentrée scolaire, c'est aussi la question de l'attractivité de nos métiers, c'est-à-dire que c'est aussi cette politique qui a été menée pendant 5 ans qui a amené à cette baisse d'attractivité. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, les chiffres au concours, Béatrice a dit, tout confondu, c'est plus de 4000 postes qui n'ont pas été pourvus. Au CRPE, donc le concours professeur des écoles, c'est 1177 postes en 2022 qui n'ont pas été pourvus, qui sont la plupart en région parisienne, dans les académies franciliennes. Pour un an avant, donc juste pour la proportion, 1177 non pourvus en 2022 contre 517 postes en 2021. Donc là, on a franchi vraiment un cap. Alors, c'est lié à la question de la réforme de la formation, puisque Blanquer a réformé la réforme de la formation et l'entrée dans le métier, puisqu'il fallait passer le concours après le M2 depuis cette année. Donc ça pose question, parce que là, on reparle de remodifier la réforme de la formation initiale, mais c'est quand même Blanquer qui a amené le concours en niveau M2, et forcément, on a manqué d'un vivier important d'enseignants et de candidats, mais ce n'est pas la seule raison. C'est-à-dire qu'il y a une autre raison que l'on voyait poindre depuis quelques années, qui fait que les conditions de travail, la question des salaires, on le voit d'ailleurs dans tous les dispositifs, donc les AED qui sont en pré-professionnalisation, ils ne viennent plus en pré-professionnalisation, on en a moins. Ils ont mis en place des alternants en M1 et en M2. Ces dispositifs, ils sont boudés par les étudiants, et pour cause, travailler pour pas grand-chose, et puis surtout devoir affronter à côté le master, le concours, c'est compliqué. Et puis même les parcours, parce qu'il y a un nouveau parcours qui s'appelle le parcours préparatoire aux professeurs des écoles, qui est un parcours, on va dire, pour faire cours de classe prépa à l'issue du bac. Il ne fait pas le plein parce qu'on ne peut pas allier 5 ans d'études et passer un concours. C'est aussi ça. L'enjeu, c'est aussi la démocratisation du système et de quels enseignants on veut face aux élèves. Alors c'est aussi, j'ai dit, les démissions qui augmentent, l'augmentation des ruptures conventionnelles. C'est vrai que c'est nouveau dans l'éducation nationale, mais en tout cas, on voit là des enseignants qui n'hésitent pas à franchir le cap de quitter l'éducation nationale. C'est la plus forte augmentation dans le premier degré, les démissions. Alors, en cause, les salaires, je l'ai dit, et on le répète et on le martèle depuis plusieurs mois déjà, et on a eu des mobilisations là-dessus, et on en aura d'autres, puisqu'il y en a une à venir à la fin du mois de septembre, où les salaires seront en jeu. C'est la question, donc les salaires pour nous, on le répète partout, c'est d'abord, on augmente tout le monde de 300 € net. Puis après, on discute, parce que pourquoi 300 € net ? C'est qu'on a perdu en 10 ans 1 mois et demi de salaire, en moyenne, sur une année. Donc il faut faire ce rattrapage-là. Il faut d'abord faire ce rattrapage-là, et puis après, on voit aussi la grille de salaire. Alors c'est la comparaison internationale, mais vous le savez tous, parce on en parle de plus en plus dans les médias, mais on est les enseignants les moins bien payés au niveau des pays de l'OCDE. C'est aussi les conditions de travail. Je ne reviens pas sur la question des collègues qui n'en peuvent plus parce qu'ils ont perdu le sens du métier, mais c'est aussi, on passe énormément d'heures, on ne se sent pas soutenu, on n'est pas accompagné. Il y a la question de l'inclusion, on pourra aussi avoir une discussion là-dessus, mais bon, ça va être trop long. Mais là aussi, quand on est seul face à des élèves qui ne vont pas bien et qu'on n'est pas accompagné, forcément, ça craque à un moment donné. Et puis il y a la dégradation des droits des personnels.
Je pense que Léo, tu en parleras tout à l'heure avec le changement sur les CAP, mais on a de moins en moins de droits. C'est-à-dire que sur Versailles, par exemple, les droits à disponibilité, à temps partiel, les mutations qui ne se font plus, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à muter d'une académie à une autre, ça devient tellement restrictif que finalement, les collègues, soit ils démissionnent, soit ils ne s'engagent pas parce qu'ils savent ce qui va se passer. Si on passe le concours à Créteil, mais qu'on vient d'une autre région, on sait qu'on ne va pas y revenir tout de suite. Et il faudra 20 ans pour y revenir. Donc ça aussi, ça pèse, cet empêchement à muter. Je le disais tout à l'heure, on ne pourra pas affirmer qu'il y aura un enseignant devant chaque classe à la rentrée, contrairement à ce que dit le ministre. Il y aura peut-être un adulte dans la classe, mais ce ne sera pas un enseignant, parce qu'avec le recrutement de contractuels depuis le mois de juin, on a des gens qui sont recrutés à Bac+3, qui n'ont pas de formation. Alors là, ils martèlent sur oui, ils sont formés 4 jours avant la rentrée. Vous imaginez, est-ce qu'on imaginerait un autre métier où on se formerait en 4 jours et on mettrait en responsabilité? Imaginons dans le domaine de la santé, on manque d'infirmières dans les hôpitaux, on va les former en 4 jours et ensuite les envoyer dans les chambres des malades. C'est impensable. Et pourtant, on le fait dans l'éducation nationale. Il y a toujours cette petite musique de se dire, finalement, s'occuper des enfants, enseigner, pas trop difficile. Et donc voilà, donc il y a quelque chose qui va être très compliqué à la rentrée, qui va peser sur ces pauvres, enfin je dis pauvres contractuels, sur ces contractuels qui ils feront ce qu'ils pourront, mais en même temps, on ne leur donne pas les moyens de fonctionner. Donc oui, enseigner, c'est un métier qui s'apprend, ça ne s'improvise pas, donc on a besoin d'une formation initiale, longue, conséquente, pédagogique, didactique. Il faut des retours, il faut des allers-retours entre le terrain et la formation. Mais c'est aussi le lien avec la recherche. C'est quelque chose qui nous anime beaucoup au SNUIPP-FSU, c'est quelle recherche en pédagogie. Et il faut absolument former nos enseignants à cela. Et puis c'est la formation continue qui est complètement en déshérence. On n'est absolument plus formé, on arrive. Alors là, on nous dit il y a plan harcèlement, il y a le plan autisme, il y a un certain nombre de plans. Il y a la formation à la laïcité, mais on n'est pas formé. C'est-à-dire que, je prends le cas de l'autisme, par exemple. On a plein de collègues qui, à la rentrée, vont avoir... on va leur dire, dans cette classe-là, il y a un enfant autiste. Oui, mais qui m'a formé sur l'autisme? Enfin, c'est quand même pas anodin. Et on voit bien que ça explose parce que les enfants sont pas bien, les adultes sont pas bien. Bon, après, sur le harcèlement, c'est pareil. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont pas... et puis après, on a besoin toujours de se former, comme dans chaque métier. Oui, ça évolue, les pédagogies, en mathématiques, dans toutes les disciplines. Donc, il faut de la formation continue. Alors sur les recrutements de contractuels, c'est 3445 contractuels PE qui vont être recrutés cette année à la rentrée, qui étaient recrutés en 2020-2021. On n'a pas encore les chiffres pour la rentrée, mais on est déjà à plus de 3000 quand on fait notre enquête sur nos différentes académies. Donc c'est un nombre important, même si à chaque fois vous avez vu que le ministre il répond, vous savez c'est rien, c'est 0,1% en moyenne. Oui, il y a des académies où il n'y a pas du tout de contractuels. Donc il y a des académies où on a 8% de contractuels. C'est énorme parce que face à ces contractuels, c'est énormément d'élèves. Donc ça pèse beaucoup. Alors juste sur la question des recrutements, on a obtenu quelque chose. Alors je le dis parce que j'aime bien quand on obtient quelque chose au SNUIPP-FSU, une petite victoire. Il y a toujours une liste principale de reçus au concours professeurs des écoles, et puis il y a une liste complémentaire. C'est des gens qui passent, je vous le dis parce que c'est pas tellement connu et c'est bien que tout le monde le sache, des gens qui passent le concours. Ils ne sont pas admis sur liste principale, donc ils ont un Master 2, ils passent le concours, le même concours. Ils sont admis un petit peu plus derrière la liste principale, mais ils sont quand même admis. Et normalement, ils sont là pour remplacer ceux qui, sur la liste principale, se désisteraient. Nous demandons tous les ans de recruter cette liste complémentaire parce que c'est 1200 personnes sur cette liste, donc on peut les recruter dès maintenant. On a insisté tout au long de l'été sur ces recrutements, et puis ça bougeait pas. Et puis lundi dernier, le ministre, sentant monter la pression aussi de la rentrée, a finalement accordé ce recrutement sur liste complémentaire. Donc là, ça va ouvrir les vannes un peu dans les académies qui ont des listes complémentaires, parce que malheureusement, dans les académies déficitaires comme en Île-de-France, il n'y a pas de liste complémentaire. Voilà. Et puis alors,
Pour terminer, 2 choses sur l'expérimentation marseillaise quand même, parce que ça c'est quelque chose d'important. Donc sur les projets de Macron, ce qu'il a annoncé au recteur, il n'a pas répondu sur la crise de l'attractivité et du recrutement. C'est-à-dire qu'il a été hors sujet dans son débat au recteur, son allocution au recteur. Il n'a pas dit comment on allait résoudre ce problème. Par contre, il a avancé sur son projet, rien de surprenant, c'est le projet qu'il avait, c'est son projet présidentiel, c'est sa ligne de conduite. Généralisation de l'expérimentation marseillaise. Au passage, l'expérimentation marseillaise, elle démarre à la rentrée là, donc il n'y a pas eu de bilan de fait, elle n'a pas démarré, c'est une expérimentation et il annonce qu'il la généralise. Donc c'est quand même inquiétant, c'est-à-dire qu'on met en place des choses, ça a été pareil pour les CLA d'ailleurs, expérimentation, pas de bilan, on généralise. Donc on voit bien aussi comment il met en place les choses. Alors c'est quoi ? C'est effectivement la mise en concurrence des écoles entre elles, des appels à projets. Donc on va à nouveau demander, alors que les collègues sont épuisés par ces 5 ans-là et ces 2 ans de crise sanitaire, on va leur demander d'aller écrire des projets, qu'ils ont déjà des projets d'école, et puis de se réunir, d'écrire des nouveaux projets pour aller se vendre auprès du rectorat et avoir des moyens. Alors c'est sur la base du volontariat, donc ceux qui ne veulent pas faire, ils ne font pas. Ben oui, et donc il n'y en aura pas pour tout le monde de l'argent. Il n'y en aura que pour ceux qui... Donc forcément, on met en concurrence. C'est exactement la logique de l'université, l'enseignement supérieur. Et sur l'autonomie, ils vont calquer aussi sur l'enseignement supérieur. On est dans cette lignée-là. On va donner plus d'autonomie dans les écoles. Et puis chacun ira de son projet. C'est cette logique de projet. De projet en plus, bon, vous avez vu, c'est projets innovants. Comme si l'innovation était révolutionnaire et surtout comme si l'innovation était nouvelle, c'est-à-dire que l'innovation pédagogique, là aussi, c'était dans la loi de 89. Donc, les projets innovants, ça fait un peu sourire. On peut avoir des projets qui ne sont pas forcément innovants, mais qui vont réduire les inégalités entre les élèves. Donc, là aussi, c'est inquiétant. Je parlais de Startup Nation, c'est vraiment ça. C'est la logique du privé, c'est la logique de mise en concurrence. Donc, on aura des écoles, ce qui se fait à Marseille actuellement. À Marseille, on a des écoles qui ont le projet, 40 000 € pour fonctionner, des moyens supplémentaires, des charges de direction en plus pour réaliser le projet. 200 mètres à côté, il y a une école qui a pas, 200 mètres plus loin, il y a une école qui n'a pas fait le projet, qui a le même type d'élèves, même conditions. Et eux, ils n'auront pas de quoi fonctionner. Donc, c'est ce principe, toujours rappelé, de l'égalité des chances par le président, il est de plus en plus insupportable. Enfin, moi, c'est un terme que je n'utilise pas, que je n'utiliserai jamais, parce qu'on ne peut pas parler d'égalité des chances. On parle d'équité et on parle de donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire il vaut mieux mettre de l'argent. Il faut aller favoriser les écoles qui ont plus besoin. C'est-à-dire que nos élèves qui sont en éducation prioritaire, et pas que, on a aussi des écoles qui ont besoin hors éducation prioritaire, où on a des élèves qui en ont besoin. Donc un appel à la concurrence et puis une individualisation, gagner plus en faisant plus. Alors je rappelle que juste, tu l'as dit, gagner plus quand on travaille plus, ça c'est pas de la revalorisation, hein, c'est juste respecter les droits des personnels. Et je suis très longue, donc je vais aller très vite pour la fin. Je veux bien que, voilà. Sur la loi RIAC, je ne reviens pas, on pourra en revenir dans les questions. Est-ce que ça va, tout ça, améliorer le système et réduire les inégalités scolaires ? Eh bien non. Hein, donc, ce n'est pas ce que nous portons au SNUIPP. On sait que ça ne va pas favoriser les conditions de travail des enseignants non plus. Alors, je le dis, je fais un peu de pub, j'en ai quelques-uns là, mais il y en a aussi sur le stand de la FSU dans les petits cabanons là-bas. On a produit un livre blanc qu'on a diffusé à tous les députés cet été, où on porte notre projet dans ce livre blanc. Et je finirai là-dessus. On parle d'effondrement. On dit est-ce que c'est l'effondrement de l'école ? Alors pour nous, c'est pas un terme qu'on utilisera, parce que on sait aussi que il y a des personnels qui tiennent l'école, que les personnels ils ont été là pendant la crise Covid, ils tiennent l'école à bout de bras, mais ils sont toujours là pour le faire, et la rentrée, elle va se faire parce qu'il y a des personnels. Et puis surtout, ce qui nous importe, c'est que si on parle d'effondrement, c'est qu'on va invisibiliser les politiques qui ont mené à ça et qui ont conduit à ça et qui voulaient conduire à ça. C'est-à-dire qu'il y a une logique dans tout ça. Il ne faut pas l'oublier, cette logique. Il y a une logique qui sous-tend derrière d'une politique pour donner moins à
ceux qui ont plus besoin et pour favoriser une certaine classe sociale pour accéder aux études supérieures et puis ensuite aux meilleures écoles. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas d'effondrement, plutôt de crise de l'école. Et cette crise, elle est facilement résorbable si on y met les moyens et si on a une vraie politique qui le permet. Et je suis désolée de t'avoir pris. Alors bonjour à toutes et à tous. Je voulais commencer par saluer le nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Ça fait longtemps que je viens aux amphis, que je vais aux conférences éducation. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de monde. Alors peut-être qu'il y a des conférences qui ont débordé d'ailleurs, qu'il n'y a plus de place. Sinon, en dehors de ça, je ne crois pas que ce soit le casting. Donc j'espère que c'est la marque d'un intérêt renouvelé pour la question de l'éducation. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je viens de mener une campagne, deux campagnes, une campagne présidentielle, une campagne législative, et qu'il y a un immense absent dans les campagnes, c'est complètement dingue, c'est l'éducation. Je voudrais rappeler quand même que l'école publique dans son ensemble, en tout cas l'enseignement dans son ensemble, ça concerne grosso modo 15 millions de personnes par jour, entre les élèves, les enseignants, tous les personnels qui travaillent autour, que c'est tous les jours, que tout le monde passe à l'école, que c'est un point central de notre République, et puis qu'on n'en parle jamais. Moi, j'ai dû exiger dans les interviews qu'on me posait, on m'envoyait les sujets. Alors, je vous dis, moi j'habite dans les Alpes d'Haute-Provence, donc la crise de la lavande, le loup, voilà. Et je devais exiger des journalistes, dire, ça serait bien qu'il y ait une question éducation. En général, je ne l'obtenais pas d'ailleurs, hein, mais je l'ai obtenu sur le dernier débat mené pendant la campagne, qui est une question sur l'éducation. Donc merci d'être là, ça fait super plaisir de voir qu'on s'intéresse à notre école. La deuxième chose que je voulais dire, c'est, ça tombe bien, Guylaine a fait une magnifique transition. Nous, pourquoi on a choisi ce titre, École publique, le grand effondrement? C'est pas école, le grand effondrement, c'est école publique, le grand effondrement. Et il y a un grand effondrement de l'école publique. Et je suis parfaitement d'accord avec Guylaine, par contre, pour dire que c'est pas un effondrement comme une maison qui s'effondrerait parce qu'elle a été mal entretenue. C'est un effondrement parce qu'il y a des gens qui sapent les fondations. Et c'est là-dessus qu'on va venir. Donc, je vous propose un exposé en 3 points que j'espère rapide. Je voudrais m'excuser accessoirement pour je balance, enfin je renseigne. À côté, c'est l'atelier des lois. Donc c'est pour ça qu'ils trimballent des chaises parce qu'ils font des groupes, etc. Je vous donnerai les noms tout à l'heure si vous voulez à la gueule. Donc j'espère qu'on s'entend quand même, mais il y a Gabriel Amar par exemple. Mais bon. Je perds pas mes habitudes de mauvais élève aussi. Je voudrais commencer quand même par dire d'où je parle, ça me paraît important. Quand on devient député, on fait une déclaration de patrimoine, ça a été assez rapide pour moi, d'autant qu'une partie de mon patrimoine est décédée cet été, Malogane est morte. Donc ça a été facile. Puis après, on fait une déclaration d'intérêt. On se rend compte que dans la déclaration d'intérêt, il faut déclarer un certain nombre de choses. Et moi, par exemple, j'ai dû déclarer, donc je le déclare devant vous pour être parfaitement honnête avec vous, mon appartenance au SNUIPP FSU. Je suis syndiqué SNUIPP FSU depuis fort longtemps et j'étais jusqu'à mon entrée en campagne représentant syndical et membre du bureau départemental du SNUIPP FSU. Donc c'est juste pour dire que voilà, qu'on ne se mente pas sur qui parle. J'étais jusqu'à mon entrée en campagne instituteur, directeur d'école en milieu rural. Alors directeur d'école, ça paraît très important, ça l'est. École de 2 classes, hein, et avant c'était une école d'une classe. Voilà, donc classe unique élémentaire en milieu rural. J'ai auparavant été pendant une dizaine d'années conseiller principal d'éducation. Je viens du second degré, donc je connais aussi bien le second degré. Conseiller principal d'éducation dans les quartiers nord de Marseille, en collège REP, enfin ZEP à l'époque on disait. Et puis auparavant, je viens de l'éducation populaire. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle comme animateur et directeur de centres de vacances et de loisirs. Et ma vie militante d'adulte comme militant de l'éducation populaire au sein des CMA, pour ceux qui connaissent les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Donc c'est mon ADN et c'est de là que je viens. Je tenais à le préciser pour que les choses soient claires. Donc j'étais un CPE militant de l'éducation populaire, je suis devenu un instituteur militant de l'éducation populaire et du second degré, etc. Et je suis aujourd'hui un député militant de l'école et de l'école publique. Ça me paraît très important de le rappeler.
Mon premier engagement en politique au sens personnel du terme, parce que je viens d'une famille militante, donc j'ai fait des manifs féministes tout petit, des manifs antiracistes, la marche des beurs quand j'avais 10 ans, etc. etc. Mais ma première manif en tant que personne consciente de ce qu'elle faisait, on va dire, c'est contre les lois de Vaquet en 86, j'avais 14 ans, j'étais en seconde. Donc ça veut dire que voilà, mon entrée en politique, c'est Parcoursup, 32 ans avant Parcoursup. C'est quand même aussi important de le rappeler, et que je pense qu'on est très nombreux dans ma génération à être rentrés en politique à ce moment-là. D'ailleurs, nos slogans de l'époque, on les entend encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un peu pénible en manifestation, il faudrait changer. Mais voilà, donc dire que mon engagement politique, il vient aussi de ces questions de l'éducation. Et quand je disais tout à l'heure militant de l'éducation populaire, moi, j'ai toujours considéré qu'être directeur de centre de vacances, être directeur de centre de loisirs, c'était faire de la politique. J'ai toujours considéré qu'être conseiller principal d'éducation, c'était faire de la politique. J'ai toujours considéré qu'être instituteur, c'était faire de la politique. Alors, je connais mon devoir de réserve, je fais pas de meeting en classe, hein, c'est pas la question. Mais la manière de faire ce métier-là est profondément politique. L'autre point que je voulais dire et que je voulais rappeler quand même, c'est que quand on parle d'école publique, on a l'impression de parler d'une évidence, et on ne parle pas du tout d'une évidence. En fait, l'école publique, elle a été instaurée, c'est une volonté politique de la République et de la très jeune République. Je voudrais quand même rappeler qu'en 1791, c'est écrit noir sur blanc dans les actes de l'Assemblée nationale, la volonté de développer une instruction universelle et gratuite. Instruction universelle, gratuite. Voilà, c'est 1791. Mais c'est une volonté de la toute jeune République. Et cette volonté-là, elle est là pour mettre à bas la tutelle de l'Église sur l'enseignement. Il faut aussi s'en souvenir à un moment donné, contre quoi on se battait à l'époque et qui enseignait à l'époque, et pourquoi on a mis en place une école publique, gratuite, universelle. Rappelez aussi que les attaques contre l'école publique ne datent pas d'aujourd'hui. Hein, la loi Fallou, 1850, ça a plus de 130 ans, 150 ans aujourd'hui, ou 170 ans, je ne sais plus, je ne calcule pas bien, j'ai arrêté l'école. Bref, la volonté de permettre à l'école privée d'exister et de contrecarrer le plan de la République, parce que c'est dans le plan de la République. Pourquoi on crée une école publique? C'est pour fonder la République. Et c'est écrit comme ça dans ces textes de 1791. C'est considéré comme une fondation de la République. Et puis, je ne vais pas faire toutes les dates, hein, mais je tiens à rappeler quelques dates quand même. Bon, il y a 1975, la loi Haby, c'est-à-dire on universalise, y compris le second degré. On ouvre l'école à tout le monde, et pas seulement à ceux qui avaient le droit d'y aller, le collège, pardon. Et puis, je rappelle l'occasion manquée et le rendez-vous raté de 80 à 84, avec le projet Savary, avec le Spulen, hein, on a peut-être tous oublié ça, mais le grand projet pour une éducation universelle, publique, et puis le recul de 84 face à 1 million de manifestants dans la rue pour l'école privée, et pour l'école privée confessionnelle, il faut quand même le rappeler à un moment donné. Voilà. Il y a un autre, forcément, comme je viens de l'éducation populaire, il y a un autre continuum que je veux évoquer, c'est la manière dont l'éducation nouvelle, ou en tout cas ce que tu disais, l'innovation en éducation, a infusé dans l'éducation nationale. Je viens des colonies de vacances. À l'époque où j'ai commencé, les directeurs de colo, c'était des directeurs d'école, hein, pendant leurs vacances. Et donc, ils apportaient les valeurs de l'école publique en colo, mais après, ils ramenaient aussi les valeurs de l'éducation nouvelle et les innovations pédagogiques dans l'école. Il y avait au CMEA, dont je parle, quand j'ai débuté comme objecteur de conscience, plus de la moitié des salariés étaient en fait salariés de l'éducation nationale, mis à disposition. Donc, il y avait cet aller-retour permanent, et qui pour moi a continué. Alors après c'est très arbitraire, et puis on va pas s'engueuler entre tenants de l'instruction, de l'éducation, etc., parce que sinon on va y passer la journée, la nuit et la suite, et je suis pas persuadé que ça soit très intéressant. Mais cette volonté de faire avancer l'éducation et la manière d'éduquer, pour moi il y a une espèce de summum dans l'école primaire, publique, c'est 2002. Voilà, on avance, il y a eu 89, effectivement, tu en as parlé. Et puis il y a 2002, il y a les programmes de 2002, dont certains enseignants dans les salles des maîtres parlent encore avec des larmes dans les yeux, en buvant une tisane et en relisant les programmes de ces dernières années. Les programmes de 2002, on avait le sentiment quand même qu'on avançait, qu'on essayait de faire pour l'école. Alors, c'était pas parfait, hein, mais il y avait cette volonté-là. Et puis après, on a commencé à assister à une espèce de retour de balancier réactionnaire. Hein, sur le retour en arrière, sur l'école, c'est lire, écrire, compter et respecter son prochain, etc., etc. Puis un retour de balancier aussi financier.
Il fut un temps, on l'a oublié, où les classes découvertes étaient financées par le ministère de l'Éducation nationale, où les projets culturels étaient financés par le ministère de l'Éducation nationale, où les timbres étaient financés. Et aujourd'hui, quand on dépose un dossier de classe découverte, parce qu'il est beaucoup plus épais qu'avant quand on est directeur d'école, il est insupportable à remplir, on obtient le droit de partir, mais on obtient 0 centime. Et tu parlais de sponsoring ou de privatisation partielle. Eh ben, quand tu veux partir en classe découverte, tu fais une privatisation partielle de l'éducation nationale, parce que si tu veux pas que tes parents d'élèves payent super cher et que donc tout le monde ne parte pas, tu vas chercher de l'argent privé pour financer un projet public et un projet d'éducation et un projet qui est dans le cadre de ton projet d'école, qui n'existe pas puisque personne n'a dit à Emmanuel Macron qu'il y avait des projets d'école. Donc ce désengagement de l'État, il est quand même super important à repérer. C'est-à-dire que c'est un désengagement qui est idéologique, qui est pédagogique, qui est culturel, mais qui est aussi un désengagement purement financier. C'est-à-dire que non seulement il y a une baisse du budget, mais il y a aussi une baisse des domaines d'engagement de l'État dans les écoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on paye l'instit, point. En gros, hein, je schématise volontairement, mais on paye l'instit. Ce n'était pas le cas avant. Et donc, ça veut dire qu'on laisse aux collectivités locales le soin de faire le reste. Et donc, fatalement, une collectivité locale n'ayant pas les mêmes, une mairie n'ayant pas les mêmes moyens qu'un autre ou les mêmes volontés politiques qu'une autre, il se passe quelque chose qui ne ressemble pas beaucoup à l'égalité républicaine et à la promesse d'égalité républicaine. Le désengagement de l'État sur la formation initiale. Il fut un temps où on payait les enseignants en formation pendant un certain nombre d'années, où on les hébergeait, où on les nourrissait, etc. Bon, voilà, il faut mesurer tout ça, ce recul-là. Souvent, c'est la technique de la grenouille dans la casserole, mais de temps en temps, il faut fermer les yeux et se dire, OK, comment ça marchait il y a 30 ans, 40 ans, et se dire, waouh, effectivement, là, il s'est passé quelque chose, quoi. Et ce quelque chose, c'est une offensive. Moi, je tiens à le dire, c'est une offensive sur l'école publique. On n'a pas affaire à des gens qui sont incompétents, qui ne souhaitent pas répondre aux demandes des syndicats. On a affaire à une offensive. Et je vais essayer, alors je suis désolé, ça va être encore plus désespérant peut-être que ce qui a été fait avant, mais j'ai noté à la fin, petite note d'espoir. Je vais essayer. Il y a 2 erreurs à faire, à mon avis, quand on analyse ce qui s'est passé ces dernières années. Et quand je dis ces dernières années, il faut remonter au-delà du quinquennat Macron, du dernier quinquennat Macron, même s'il est emblématique de ce recul-là. Sous Sarkozy, je rappelle qu'on avait supprimé la formation initiale des enseignants, tout simplement, on les balançait dans les classes sans rien, etc., etc. Bref, donc ça ne date pas d'hier. Je rappelle aussi, accessoirement, que sous Sarkozy, il y avait Châtel, et sous Châtel, il y avait Blanquer. Voilà. C'est pas parce que je le déteste, mais je vais parler beaucoup de lui aujourd'hui. Et un avantage, c'est que je sais que c'est largement partagé, donc je ne suis pas très gêné. Cette détestation-là, ça c'est quelque chose d'important à comprendre. En tant que représentant syndical, quand on fait une tournée d'école, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je me rappelle d'Allègre, que pas grand monde aimait. Mais là, la détestation, elle est ahurissante quand même. Et on a des collègues extrêmement modérés qui ne sont pas trop d'accord quand on crie, etc., qui peuvent avoir des propos orduriers dès qu'on évoque le nom de Jean-Michel Blanquer. Non, mais c'est aussi terrible de se dire qu'on a des enseignants qui, dans les écoles, détestent leur ministre de tutelle à un point qui est insupportable à vivre au quotidien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a 2 erreurs à faire quand on analyse le dernier quinquennat. La première, c'est de penser qu'ils ont tout prévu. C'est leur faire trop d'honneur. Ils n'ont pas tout prévu. Ils n'ont pas un plan précis. On va passer par là, on va faire comme ça, etc. Par contre, la deuxième, c'est de croire qu'ils n'ont pas d'agenda. Ils ont un agenda, ils ont un but et ils vont vers ce but. Et ce qui caractérise pour moi le quinquennat Blanquer, c'est sa phrase du 27 mai 2017. Première prise de parole devant une fédération de parents d'élèves de droite. Il dit: il n'y aura pas de loi Blanquer et j'en serai fier. Et moi, je pense très important de rappeler cette citation de Jean-Michel Blanquer, parce que ce n'était pas une boutade. Ils ne souhaitaient pas mettre en place de loi Blanquer. Leur technique pour détruire l'école publique, c'est la même que pour l'hôpital, que pour etc. Mais après, c'est l'école, c'est encore autre chose. C'est de ne pas passer par la loi. Il avait très bien compris, Blanquer, qu'une loi, ça met les gens dans la rue. Tout d'un coup, on dit on va changer ça, donc on s'organise en face, et puis ça gueule, plus ou moins, etc. C'est compliqué à faire passer. La technique, c'est de changer les choses à bas bruit.
Et c'est bien au-delà d'ailleurs de la fonction publique ou de l'école. Quand on change le mode de scrutin ou le calendrier électoral des législatives et des présidentielles en mettant les législatives après les présidentielles, on dit c'est une mesure technique. Non, non, c'est une mesure profondément politique. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on nous présente comme des mesures techniques, des mesures qui sont profondément politiques. Et quand il disait il n'y aura pas de loi Blanquer et j'en serais fier, c'est je ne serai pas encore un ministre qui fait des lois, etc. Son idée, qui est toujours là parce qu'on a changé de ministre, mais on n'a pas changé de politique, j'y reviendrai après, c'est de piloter par l'évaluation. C'est de piloter les établissements par ce que vous avez dit très clairement, l'évaluation et l'autonomie. Et pour réussir ça, pour réussir le pilotage par l'évaluation, on s'appuie sur du pseudo-scientisme. C'est-à-dire que, c'est ce que décrivait Guylaine tout à l'heure sur les classes dédoublées, on met en place un protocole d'études de est-ce que ça marche, etc., en lien avec des associations privées. Il y a un protocole, alors il y a des groupes d'élèves qui sont étudiés, on va voir comment ça marche, etc. Et si toi, en tant qu'enseignant, tu décides que le gamin, là, ok, ça fait 28 fois qu'il rate l'exercice, il doit rester en groupe A, mais je vais le faire passer en groupe B, parce que moi j'ai bien compris qu'il avait compris, puis qu'on pouvait passer à autre chose, c'est juste qu'il s'emmerde et que ça fait 28 fois qu'il refait l'exercice, et ben au moment où on fait le point avec les scientifiques qui viennent étudier ma classe, on me dit, ah ben non, là tu fausses le protocole scientifique, donc ça ne marche pas, donc il faut que tu le remettes là où il était. Donc c'est une prise de pouvoir sur l'école qui passe par un pseudo-scientisme, cette notion de les neurosciences, j'y reviens pas, le numérique à outrance, etc. Bon, la crise du Covid qui a renforcé tout ça, etc., etc. Mais c'est une volonté de passer par en dessous. Mais en passant par en dessous, on impose beaucoup plus de choses que par une loi. Et puis arrive ce moment où Emmanuel Macron dit on va scolariser les enfants à 3 ans. Ah merde, faut une loi. Eh ben, on pourrait se dire que c'est ennuyeux pour Jean-Michel Blanquer. Eh ben non, il attrape la loi Blanquer. Puisqu'il faut faire une loi, on fait la loi Blanquer, et là, on va y fourrer tout ce qu'on peut. On va y fourrer l'article 1 pour faire taire les enseignants, ça va permettre de financer le privé, on oublie ça peut-être, mais la scolarisation à 3 ans obligatoire, ça a juste, enfin, entre autres, mais surtout permis de donner de l'argent à l'école privée qui n'était financée à hauteur de l'école publique qu'à partir de 6 ans, à partir du CP, puisque c'était l'école obligatoire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce que je veux vous dire, et ce qui me semble très important, c'est que on a affaire à des gens qui ont un agenda. Après, ils ne sont pas très bons dans l'organisation, on l'a vu au début de la crise Covid, etc. Mais ils saisissent toutes les opportunités qu'ils ont de faire avancer cet agenda. Cet agenda passe par le pilotage, par l'évaluation. Cet agenda passe par la sélection à tous les étages. On est centré premier degré aujourd'hui, mais bon, on ne peut pas oublier Parcoursup, la réforme du bac, etc. Mais la sélection aussi des enseignants, la manière de sélectionner les enseignants, puis de les sélectionner sur leur propre poste. On met en place des postes à profil, et un enseignant qui est là depuis 25 ans dans son poste doit candidater pour son propre poste. Puis des fois, il ne l'a pas. Et la multiplication des postes à profil, etc., etc. On sélectionne les établissements maintenant avec l'expérimentation marseillaise. On sélectionne. Et malheureusement, je vais pas spoiler la fin de l'histoire, on ne sélectionne pas les plus intelligents, les plus ouverts, les plus motivés, les plus tout ça. On sélectionne les plus obéissants à la doxa qui nous est imposée par le ministère. Sélection à tous les étages. Atomisation des collectifs de travail. Ça, c'est aussi bien au-delà de l'éducation nationale, mais ça arrive dans l'éducation nationale. On atomise les collectifs de travail. On atomise comment ? En multipliant les statuts. On a des stagiaires l'année prochaine qui vont attaquer, je crois qu'on a 3 ou 4 statuts différents. Il y en a qui sont à mi-temps, il y en a qui sont à tiers-temps, il y en a qui sont à plein temps, il y en a qui ont le master, il y en a qui ne l'ont pas encore, il y en a qui sont boursiers, il y en a qui ne le sont pas, etc. Chez les enseignants, on a des enseignants, ça y est, qui sont, avant on avait des titulaires, des stagiaires, point. Avant on avait des professeurs des écoles et des instituteurs, il n'y en a quasiment plus. Bref, et là tout d'un coup on se retrouve avec des salles des maîtres où on a des contractuels et des titulaires, où on a des gens qui sont payés d'une manière et d'une autre. C'est un wagon de TGV, on est tous dans le même wagon, mais il n'y a personne qui a payé le même prix. C'est vraiment ça, quoi. Et accessoirement, on a un recteur, je crois que c'est de l'Académie de Versailles, qui déclare très tranquillement devant le ministre qu'il fait passer les contractuels avant les titulaires, comme ça il les fidélise et il les garde au moment des affectations de poste. C'est génial, ce type dit devant son ministre de tutelle, je m'assois sur les règles du mouvement, et tout va bien, et le ministre fait super. Voilà, donc on a cette atomisation des collectifs de travail par ces statuts multiples, par la formation initiale et continue qui, on va être clair, n'existe plus, ou en tout cas n'existe quasiment plus, et en tout cas ne crée plus ce collectif.
quand on était en groupe de formation professionnelle, quand on était pendant 1 an tous ensemble, qu'on travaillait sur nos classes, nos machins, etc., il se crée un collectif. Ça n'existe plus. Par aussi la loi RIAC dont tu as parlé, hein, où on donne comment ça s'appelle, un statut non hiérarchique mais statutaire. Une autorité fonctionnelle, merci, j'avais oublié, ça c'est la novlangue, on y viendra après aussi. Une autorité fonctionnelle au directeur d'école sur son équipe, qui était un membre de l'équipe jusque-là, ou à la directrice. Voilà, on atomise les collectifs de travail. J'ai parlé de la loi Blanquer, j'ai oublié dans la loi Blanquer le retour à l'école du socle, la disparition du CNESCO, donc de l'instance indépendante qui permet de surveiller le ministère, etc. etc. Enfin, tout est bien organisé quand même. Et il y a un élément, moi, qu'on oublie, je pense, trop souvent. Tu en as parlé d'une certaine manière en parlant de NMP, mais quand on parle de New Management Public, quand on parle de l'école publique, il y a CAP 2022. CAP 2022, c'est la réforme de la fonction publique. C'est absolument fabuleux, la réforme de la fonction publique. Et forcément, comme dans la fonction publique, le plus gros corps, c'est l'éducation nationale, et que dans l'éducation nationale, le plus gros corps, c'est les enseignants, et ainsi de suite, ça impacte d'autant plus le corps enseignant. CAP 2022, c'est la disparition ou la fusion des instances représentatives. Pour ceux qui connaissent CAPD, CT, CHSCT qui sont fusionnés, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on élimine totalement du processus de travail avec nos supérieurs hiérarchiques que sont les inspecteurs d'académie, etc., la présence des représentants du personnel. Et quand on élimine la présence des représentants des personnels, on les empêche de contrôler, mais on se prive de leur expertise. Moi, je viens d'un département rural où tous les 2-3 ans, on change d'inspecteur d'académie, on change de secrétaire général, etc. Les experts, quand on parle de mouvement, quand on parle de carrière, quand on parle de tout ça, il y en a de 2 sortes. Il y a les secrétaires et les personnes qui travaillent à l'inspection académique, et puis il y a nous. Il y a je ne peux plus dire nous, Charles Damien, tout ça. Il y avait nous. Il y a les copains qui sont là quelque part, du SNU qui continue et des autres syndicats qui continuent à siéger ou à essayer de siéger. Nous, on connaît le système et on sait ses failles, et on pouvait dire attention, là, il y a un souci, attention, il va se passer ci, etc. Et même les instances académiques se plaignent de cette perte de travail avec les représentants du personnel et les représentants syndicaux. Mais ils n'ont plus le droit de le faire. Donc ils inventent parfois dans les départements où ils ont encore envie de nous voir, enfin de voir les représentants syndicaux, ils inventent des méthodes pour contourner le truc. Donc cette réforme de la fonction publique, avec l'idée aussi, c'est là-dedans qu'on a la prime au mérite, hein, le salaire au mérite. Non, je vais pas rouvrir mon ordinateur, j'aurais voulu vous lire les 4 chantiers de CAP 2022, juste la novlangue qu'il y a et la manière dont c'est présenté. Et en fait, le premier truc, c'est on dégage les titulaires, on met les contractuels, mais ça s'appelle, je ne sais plus moi, revalorisation des carrières, etc. Donc cette réforme de la fonction publique, ce CAP 2022, a détruit la fonction publique, enfin est en train de détruire la fonction publique, et donc détruit l'école publique. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de grand effondrement. Il y a un effondrement de l'école publique, et moi je ne veux pas être alarmiste, mais je vais l'être quand même. Si on les laisse faire, on va assister dans les années qui viennent, alors j'ai pas d'échéancier, j'ai pas de calendrier, mais on va assister à la disparition de l'école publique, en tout cas de l'école publique telle que nous la connaissons, universelle et gratuite. On va avoir le développement d'une école à bas coût, destinée aux familles qui n'ont pas les moyens de s'en payer une autre, et le développement, parce que c'est quand même le but à terme, il faut jamais oublier le but absolu des libéraux. On a affaire à un gouvernement libéral, le but absolu des libéraux, c'est de rendre tout marchandise. Voilà. Donc, on va créer de la marchandise en développant un marché. Je rappelle quand même accessoirement que nos 2 derniers ministres, et je crois que si on remonte, alors si on saute un peu Najat Vallaud-Belkacem, mais si on remonte avant, nos 5 derniers ministres avaient leurs enfants à l'école privée et ont fait toute leur scolarité à l'école privée. Je veux dire, c'est quand même intéressant d'avoir un ministre de l'Éducation nationale qui met ses enfants à l'école privée et qui lui-même est issu de l'école privée. Donc il y a la notion de marchandise. On veut marchandiser tout, donc on crée un marché là où il n'existe pas, en paupérisant l'école publique, en la rendant incapable de remplir ses missions. Deuxième étape, Macron l'a fait hier, on constate
que ça marche pas, que ça va pas. Troisième étape, on fait appel au privé parce que quand même c'est mieux. Donc voilà, c'est leur agenda. On sait qu'il est là. On a affaire aussi à un pouvoir autoritaire, je le rappelle toujours, peut-être par tropisme vu la personne à laquelle j'étais opposé dans les élections législatives, mais il y a une dérive autoritaire de ce gouvernement libéral et la volonté de casser l'école publique comme avant de casser l'éducation populaire et les fédérations d'éducation populaire et les lieux d'éducation populaire qui étaient les centres de vacances. On pourrait élargir ça, etc. C'est aussi un moyen de casser la citoyenneté, la construction de la citoyenneté, la construction de militants politiques futurs, que ça serait bien qu'ils ne soient pas formés. Donc là, c'était la phase où je vous désespère. On va essayer de donner un petit peu d'espoir. Un petit peu d'espoir comment ? D'abord en disant qu'il y a des gens qui combattent. Et le premier lieu de combat, c'est le terrain. Il y a une résistance passive des collègues. Je ne suis pas persuadé que depuis l'instauration de la loi RIAC, tous les directeurs, toutes les directrices se soient mis à faire leur petit chef dans les écoles. Je suis même plutôt persuadé du contraire. Je ne suis pas, alors je suis peut-être dans un monde là où je travaillais, dans un monde à part, mais en tout cas, je pense qu'il y a une résistance. Il y a des changements qui n'arrivent pas à arriver. Tu parlais des évaluations tout à l'heure. Quand elles sont arrivées, on a refusé de les faire. Et puis bon, on a vu en face, quand je parle de gouvernement autoritaire, ça a été sanction immédiate. Ils ont tous été sanctionnés, les collègues qui avaient osé aller jusqu'au bout et refusé de faire les évaluations. Mais maintenant, voilà, on sait qu'il faut les faire. Alors, effectivement, il y a le glissement très inquiétant dont tu parles, c'est-à-dire on sait qu'il faut les faire, donc on les fait, puis après on se rend compte qu'on est jugé dessus, donc on les fait de mieux en mieux. Mais il y a aussi l'autre glissement. Tiens, on sait qu'il faut les faire, alors on les fait vite, on les fait pas comme c'est écrit, on les fait du mieux possible pour les élèves, on les utilise pas avec les parents d'élèves, et puis hop, on s'en débarrasse. C'est une résistance passive, mais c'est une résistance super importante. Et il y a une résistance du terrain aussi je parlais d'atomisation des collectifs de travail, il faut recréer ces collectifs de travail et il faut les maintenir là où ils existent. Et il faut les élargir. Ils veulent les détruire, profitons-en, élargissons-les. Élargissons-les au-delà des enseignants devant les classes, aux ATSEM, aux AESH, à tous ceux qui sont là avec nous, plus avec moi, pardon, je vais y arriver. Je dis encore éducation nationale à la place d'Assemblée nationale des fois. Mais je vais finir par y arriver. Bref, il faut les élargir, ces collectifs de travail, les reconstruire et les élargir. Ça, c'est la première résistance possible. Et puis, je ne veux pas faire de la pub pour ma voisine de droite, mais il faut se syndiquer, quoi. Voilà, je veux dire, il faut que tous les... S'ils avaient 90% de syndiqués... Alors, j'ai pas le droit de dire qu'il faut se syndiquer au SNUPP, donc syndiquez-vous où vous voulez. Mais il faut se syndiquer. S'ils avaient 90% de syndiqués en phase 2, ça se passerait autrement quand même. Il faut être clair là-dessus. La deuxième résistance, c'est dans la rue. Ça arrive, il y a des rendez-vous à la rentrée, et il faut qu'on retourne dans la rue, il faut que ce soit massif, il faut que ce soit... Et nous, on sera dans la rue, avec nos écharpes, on y sera. Je ne sais pas si je porterai le tambour comme je faisais dans la Batucada, mais ça serait rigolo, une écharpe avec le tambour. Mais en tout cas, on y sera dans la rue, et on y sera aux côtés de ceux qui y seront. Encore faut-il qu'ils y soient, et donc il faut pousser à aller dans la rue. J'ai entendu Benoît Test avant-hier, je crois, dire que le 29 septembre, c'était bon. La FSU a appelé aux côtés des autres syndicats, c'est super, on y va, on va dans la rue. Puis la troisième résistance, toute petite peut-être, mais on essaye, c'est à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, moi je suis dans la commission éducation-culture, j'ai auditionné avec mes camarades Papendiaï, alors j'ai une mauvaise nouvelle, voilà. Non mais c'est dingue, hein. On pose une salve de questions, il donne une réponse qu'on ne comprend pas bien. On fait une deuxième salve de questions, c'est pas les mêmes questions, il donne la même réponse, c'est absolument génial. Bon, il est adorable, hein, comme garçon, beaucoup plus sympathique que Blanquer. C'est à mon avis d'ailleurs le pitch qu'ils ont imaginé, c'était même pas pour la question diversité ou je sais pas quoi, c'est on va mettre quelqu'un de sympa, mais il fait exactement la même chose. Et moi il m'a rassuré sur ma question, quand j'ai posé ma question, il dit je vous rassure, l'expérimentation marseillaise va être étendue à tout le pays. J'étais hyper rassuré. Donc, à l'Assemblée nationale, on essaie de peser quand même. Alors, on essaie de peser avec nos écharpes dans la rue, etc. On a travaillé, nous, avec la commission éducation, avec les copains de la commission éducation, on a auditionné tous les syndicats d'enseignants, tous les collectifs d'ATSEM, les collectifs d'AESH, les collectifs d'AED, les fédérations de parents d'élèves, les syndicats lycéens, les syndicats étudiants. On a fait ça tout de la fin du mois de juin et le début du mois de juillet pour créer ce lien-là, pour travailler avec eux, etc., pour fabriquer des propositions de loi. On a fait 2 propositions de loi déjà. Une première début août sur la rentrée scolaire.
Et Guylaine disait on a gagné, je suis super content, mais moi je veux dire nous aussi on a gagné. L'article 1 de notre PPL, c'était le recrutement immédiat sur liste complémentaire. Voilà, c'est aussi une manière de peser. Alors je prétends pas que c'est grâce à cette PPL dont ils se foutent éperdument, on va être clair, hein, qu'il y a le recrutement sur liste complémentaire, mais ça fait un bruit. Il y a un bruit syndical, il y a un bruit politique, on appuie sur le bouton, on dit regardez ce qu'on ferait si nous on était au pouvoir, puis en même temps on les aiguillonne. Là on en sort une nouvelle sur la gratuité. On a commencé à en parler avant-hier. Oh, Clément Beaune dit ah bah tiens, peut-être on va faire la gratuité des fournitures scolaires en REP, etc. Il y a ce petit bruit quand même qui est là et qui se présente. Donc ça, c'est notre premier rôle, c'est d'être proposant. Et d'être proposant d'abord pour montrer ce qu'on pourrait faire, parce que je rappelle que le but, la prochaine fois, c'est de gagner. Comme ça, on a un ministre de l'Éducation nationale insoumis et on applique cette chose-là. Que j'invite tout le monde à lire, parce que c'est vachement bien. Nous, quand on a reçu le programme, on a feuilleté, quand on a reçu la nouvelle version de l'Avenir en commun, on a dit il manque des trucs sur l'école, comme souvent, il manque des trucs. Puis après, on a renvoyé des trucs, parce que je rappelle que c'est un travail de co-élaboration du programme. On a renvoyé des trucs, et puis on a reçu ça, puis on a fait ah, ça y est, super. Donc vraiment, lisez ça, c'est disponible en numérique sur laec.fr, etc. C'est notre programme pour l'école. Donc le but déjà de nos PPL, c'est ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'on ferait si on était au pouvoir. Mais le deuxième but, je l'ai dit, c'est d'aiguillonner le gouvernement en disant bah regardez, on propose ça, peut-être qu'ils vont être obligés de s'aligner un petit peu. Bref. Et notre troisième but, c'est d'être des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire de vous dire, de vous prévenir, d'allumer. Quand je parlais de réformer à bas bruit tout à l'heure, moi c'est ce que j'appelle des projets Dracula. Hein, c'est-à-dire que c'est des projets qui, tant qu'il fait noir, on y arrive, etc. Nous, notre travail, c'est aussi d'ouvrir la fenêtre, d'allumer la lumière et de dire regardez ce qui est en train de se passer. Et quand tout le monde sait ce qui est en train de se passer, eh ben, ça ne se passe pas exactement de la même manière. Donc, on continue le combat. À la fin, comme d'habitude, hein, c'est nous qui on va gagner. Mais en attendant qu'on gagne, là, tout de suite, dès cette rentrée, le combat continue dans les écoles, dans la rue, à l'Assemblée nationale. Et on y va. L'heure avance, donc je vais prendre 4 questions. Guylaine a un train également juste après, donc on ne va pas pouvoir prolonger ah d'accord, beaucoup cette conférence. Attention, donc les règles. Parité, petit 1, et petit 2, que vos questions soient courtes. Je sais que vous avez plein de choses à dire parce que c'était super intéressant. C'est des vraies questions, c'est 1 minute pour qu'on puisse en prendre le maximum possible. S'il vous plaît, c'est vraiment important, respectez les autres pour qu'on puisse prendre ces 4 questions. Alors, je vais commencer là. Bonjour. Donc moi, je suis Virginie, je suis prof d'anglais à Paris 19e, je suis militante à la CGT. J'étais à la FSU, bref. C'est une autre question. J'étais au CMA aussi. Merci beaucoup pour vos interventions. C'est extrêmement complet et voilà, c'était extrêmement complet. Moi, ce qui me paraît le plus important, c'est vraiment le fait qu'on arrive à intégrer et à dire aussi dans nos salles de classe, salles de maîtres et de profs, que ce gouvernement-là n'en a rien à faire que ça fonctionne. Oui, ce gouvernement-là, je vais finir, n'en a rien à faire de lutter contre les inégalités, n'en a rien à faire que ça fonctionne, n'en a rien à faire que l'école soit émancipatrice, etc. C'est le meilleur représentant des capitalistes depuis Sarkozy, je pense. Et ce qui était avant, comme tu as rappelé, De Vaquet, etc., de toute façon, c'était quand même pas beaucoup mieux. Donc, ce qu'on sait, c'est que, c'est ce que tu disais à la fin, et moi, je voudrais qu'on puisse discuter aussi aujourd'hui, c'est que si on ne lutte pas, on est vraiment mal. Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Angleterre, etc. On en prend pour longtemps. Les Anglais n'avaient pas fait grève depuis 20 ans. Parce que, en plus, parce qu'il y a de l'autoritarisme, ce que nous on vit là, c'est ce qu'ils ont vécu. Si on l'a pas vécu avant, c'est parce qu'on s'est battu justement et qu'on a quand même réussi un petit peu à faire reculer les choses. Ils considèrent qu'on est en retard. C'est pour ça qu'ils vont si vite. Parce que de leur point de vue de capitaliste, la France,
le système éducatif français est en retard dans la libéralisation. Et en fait, on y est maintenant. Moi, quand j'ai commencé, on se disait attention, ça va être libéralisé. En fait, là, c'est maintenant. Donc ma question, c'est quel est le rôle, en fait, tu disais il faut qu'on se batte. Moi, je suis d'accord, évidemment, le 29 septembre, on est tous dans la rue, mais du coup, après, on fait quoi? Et c'est quoi un peu le rôle de l'AFI? Comment est-ce que vous voyez le rôle des GA? Comment est-ce qu'on peut discuter de ça? Comment est-ce qu'il y a des choses de prévues sur rassembler les syndicalistes, par exemple, de l'AFI avec d'autres, rassembler peut-être les profs, faire des réunions localement, publiquement? Est-ce qu'il va y avoir des tracts, des affiches, etc. Merci. Ah, ça va, c'est de la politique, on peut discuter. Alors, bonjour. Bonjour. Franck Marion, je suis simple parent d'élèves. J'ai 3 filles en primaire, en collège et maintenant en lycée, qui va rentrer bientôt en lycée. Je suis à Manosque, donc j'ai voté pour vous. Je suis très fier d'avoir évacué Castaner. Merci beaucoup de vous être présenté. C'est quand même une sacrée victoire pour Monsieur Walter. Voilà, donc je vais être très rapide. Là, moi, je suis pas très au fait de vos questions. Là, je viens d'entendre Le meilleur des mondes de Jean-Michel Huxley. La question d'une vision purement utilitariste de l'enseignement public pour produire des chauffeurs Uber d'un côté pour les plus pauvres des enfants, qui n'auront malheureusement pas la chance de bénéficier d'autre chose, et de l'autre côté des exécutants de luxe. Parce que de toute façon, tous ceux qui seront dans la classe dirigeante seront directement passés par l'école privée. On le sait à Manosque, on a un lycée privé particulier où il y a de plus en plus de gens qui envoient leurs enfants. Donc j'irai assez vite. En tant que simple parent d'élève, moi je regrette juste que dans votre discours, on n'entende pas suffisamment la place des parents, en fait. Voilà. alors, je vais prendre une personne ici. Je suis enseignante et j'avais été vraiment charmée, enchantée, revitalisée par le livret que vous avez montré tout à l'heure. Et vraiment, c'était même des choses pour lesquelles on ne pensait plus lutter. C'est-à-dire, il y avait même des choses qu'on avait oubliées tellement ça brosse tout. Et j'avais appelé le SINUPP, où je suis syndiquée, en disant « Mais vous l'avez lu ?» Enfin, oui, forcément, j'étais un peu naïve. En disant « Mais en fait, faut le dire à tout le monde. Faut leur dire de le lire. Juste, vous le mettez en pièce jointe. Parce qu'en fait, il faut quand même le chercher. » Et en fait, j'avais été déçue. Le syndicat a dit oui, mais nous, c'est pas notre rôle. Donc, moi, je suis contente de voir qu'il y a quand même de la complicité. Mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, on a quand même loupé une occasion de faire connaître ce programme, parce qu'effectivement, il y a quand même des enseignants qui, je ne comprends pas comment ça se fait, votent pour Macron. Donc, je voudrais savoir comment on pourrait faire pour mieux le diffuser. Et moi, ça ne me choquerait pas qu'il soit en pièce jointe ou même en version papier, pour une fois. Bonjour. 5 minutes pour les questions. C'est pas de la pédagogie active. Hein. Donc, en fait, ma question très simple, c'est est-ce que vous êtes prêts à faire, camarades, nous sommes profs et syndiqués, là, un certain nombre dans cette salle, à faire une université d'automne intersyndicale, voilà, pour échanger des expériences sur comment recréer du collectif et comment on travaille profs et parents. Et puis, voilà, ça c'est une proposition. L'autre, c'est en tant que commission éducation à l'Assemblée, si vous pouviez parler du lycée pro, qui sont les classes pro... les mots à l'ancienne, hein, le prolétariat immigré et l'orientation non choisie qu'on va transformer en esclaves. Donc voilà. Et qui sont pas militants, donc je vais conclure là-dessus et donc rejoindre la camarade de la CGT sur les synergies syndicalistes, politiques et aussi associatifs. Donc ça se traduit dans le calendrier de la rentrée. Si vous avez écouté Mélenchon, la stratégie révolutionnaire qu'il nous propose pour la rentrée, elle dépote, ok ? Donc c'est plus qu'une journée d'action, hein, plus que quelques journées saute-mouton. C'est très intéressant, ça va... Mais comment
il faudrait que ces milieux militants assument de se rencontrer comme maintenant, que vous nous laissiez plus coélaborer ensemble. Et les initiatives qu'on prendra en tant qu'assemblée populaire de circonscription ou assemblée populaire dans le lieu de travail et avec les usagers, tout ça seront différents lieux de ces assemblées populaires, mettront en place la révolution citoyenne et autres et sociale. Je vais commencer. Oui, c'est bon. Je vais commencer à répondre, puis je vais repasser la parole à Léo. Moi, je vais parler sur la question de la convergence entre lutte syndicale et lutte politique. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient dans le débat. Alors, c'est peut-être compliqué à comprendre, mais enfin, c'est toujours plus facile quand on est dans les instances et quand on est syndiqué, quand on voit le fonctionnement d'un syndicat. Mais on a une indépendance, on va dire, vis-à-vis, en tant que syndicat. Léo l'a dit tout à l'heure, il y a une indépendance syndicale qui est liée à la charte d'Amiens, hein, qui effectivement ne mêle pas le politique au syndicat. C'est-à-dire qu'on a des champs d'action, même si on se rejoint sur un certain nombre d'actions, lorsqu'il y a des... je ne vais pas réussir à finir. Lorsqu'il y a des mobilisations, et effectivement, il y a des rencontres. C'est la semaine dernière, il y a eu une rencontre entre les organisations syndicales et la NUPES sur la question de la marche du 16 octobre. Donc, on est en discussion aussi. Il y a eu des rencontres. Nous, on a besoin aussi syndicalement d'être soutenus par les organisations politiques. C'est-à-dire qu'on demande aussi à rencontrer les députés. Il faut qu'on ait des rencontres pour qu'on puisse être une ressource, mais aussi que les politiques soient d'un point d'appui. C'est-à-dire que les alertes, il faut que, quand nous on les a au ministère, il faut que les députés puissent aussi alerter à l'Assemblée nationale. Donc ça, ce lien, il existe déjà, il faut qu'il perdure. Après, une organisation syndicale, effectivement, il y a un programme de la France Insoumise, mais il y a aussi un programme du syndicat. C'est-à-dire qu'il y a un projet du syndicat, le projet c'est aussi ça, qu'on met en avant, c'est le projet syndical. Et après, on n'ira pas publier effectivement un projet. Bon, si vous regardez bien entre les lignes, je vous invite à regarder notre projet, je vous invite à regarder le projet de la France Insoumise. Je pense que vous allez retrouver un certain nombre de propositions. Il y a des choses qui nous rassemblent. Après, sur les luttes intersyndicales, université, une université d'automne avec... la construction intersyndicale est toujours très complexe, vous le savez. On est en train de construire le 29 septembre, Léo l'a dit, la FSU s'engagera dans le 29 septembre aux côtés de Solidaire et de la CGT. On est en recomposition syndicale aussi avec la CGT et Solidaire. Il y a des choses qui se passent, ça bouge, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts, et c'est un peu plus compliqué que ça lorsque l'on discute entre nous. Et je pense que c'est la seule question qui... Il est toujours branché celui-là ? Ouais. Je ne vais pas prendre les questions dans l'ordre, je vais les prendre dans l'ordre de rapidité pour répondre. D'abord, un immense pardon pour les oublis. On oublie toujours des choses. Je te montrerai mon carnet après, c'était écrit. Voilà, on oublie des trucs. Bien entendu, les parents d'élèves, bien entendu, le collectif qui est composé par les élèves et leurs parents, et puis c'est le lieu central. Et quand on dit élargir, quand je disais tout à l'heure refonder, élargir les collectifs de travail, ils font pas partie du collectif de travail, mais ils font partie du collectif de l'école, bien sûr. Et si tu as lu le livret, c'est écrit aussi la place des parents à l'école, etc. Donc bien entendu, c'est vraiment un oubli, mais tu as très bien fait de le rappeler. Le deuxième oubli, c'est pas un oubli, c'est que on s'est centré sur le second degré, sur le premier degré dans cette conférence. On a hésité à un moment donné parce que le lycée pro est un vrai sujet, et un sujet sur lequel la première question au gouvernement adressée au ministre de l'Éducation est sur le lycée pro. La première intervention en assemblée, en commission ACE est sur le lycée, et oui, et sur le lycée pro.
Et sur cette question, on a pris comme angle d'attaque, je crois que c'est Paul Vanier qui avait posé la question, on avait pris comme angle d'attaque la mise sous tutelle de lycée pro, sous double tutelle, qui est du ministère du Travail et du ministère de l'Éducation nationale, en disant que c'était un immense scandale et que ça annonçait ce que tu disais. Donc on est très centré là-dessus, on est très conscient de ces choses-là, et avec Béatrice, quand on préparait la conférence, on s'était posé la question de savoir si on mettait un troisième intervenant autour de la question du lycée professionnel, et puis on s'est dit que ça ferait trop de thématiques et que ça serait trop compliqué. Mais bien sûr, tu as tout à fait raison de le rappeler, et il faut le faire. Et puis la troisième excuse, elle va encore plus vite, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vraiment pas de la pédagogie active, c'est lamentable. Mais c'est toujours comme ça, hein. Donc voilà, on fait du mieux qu'on peut, et des fois on n'est pas très actif. Je ne sais plus qui a parlé ici, c'est toi aussi, tu as parlé d'ubérisation. Voilà, moi je trouve ce terme extrêmement bien choisi. On est dans une société qui s'ubérise, c'est leur projet d'ubériser tout, et effectivement on assiste à une ubérisation de l'école, et on va finir par avoir des enseignants Deliveroo. Je plaisante à peine, il y a des académies qui fonctionnent déjà avec un logiciel de gestion des remplaçants par SMS. Et les remplaçants sont dans leur école de rattachement et reçoivent un SMS avec écrit « Contactez votre manager, vous êtes... » Et parce que c'est une application privée qu'ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas écrit directeur d'école ou directrice d'école à la place. Donc il y a écrit « Contactez votre manager, vous devez être à 9h30 à tel endroit. » Ça existe, et ça existe dans l'éducation nationale. C'est l'effet Dracula, ça, dont je parle. C'est-à-dire que ça, il faut le dire, il faut le marteler, il faut le rappeler à tout le monde. Les gens ne nous croient pas. Eh ben, on rouvre, on le redit. Le troisième point, bon, sur la convergence syndicats, partis politiques, etc., je profite de ma nouvelle indépendance en tant que député pour dire que nous, ça fait longtemps qu'on s'est assis dessus dans notre collectif militant, parce qu'on considère qu'on mène les mêmes luttes, etc. Alors on fait attention quand même à mettre personne en difficulté, c'est toujours compliqué. Dans la section syndicale où je militais, il n'y avait pas que des insoumis. Dans la section insoumise où je milite, il n'y a pas que des gens à la FSU, donc il ne faut pas faire de confusion, il ne faut pas tout ça. Par contre, cette idée que ça avance ensemble et que le combat syndical et que le combat politique, il a le même but, il a le même agenda, et qu'il faut qu'on avance ensemble, c'est une absolue évidence, et c'est ce qu'on essaye de construire d'ailleurs. Guylaine l'a dit, autour de la marche de la rentrée, elle a spoilé la date, je balance pas, elle me l'a spoilé même à moi, hein, c'est vous dire. Non, c'est pas encore. La date qu'on a, c'est le 12 septembre, on saura le 12 septembre quelle date sera retenue. Bon, apparemment c'est le 16 octobre. Voilà, mais par rapport à ça, à ce que tu disais, à ce que vous disiez, aux gens qui râlaient au fond, sur cette idée d'unité syndicale et d'avancer ensemble, je pense qu'on a un outil quand même qui a permis, par exemple autour des législatives, ce que n'a pas permis la division, on appelle ça comme on veut, moi j'appelle pas ça comme ça, mais c'est un autre problème, des présidentielles. C'est un appel clair d'énormément de sections syndicales, voire de syndicats, à voter NUPES. C'est la NUPES l'outil. Le problème, c'est que globalement, tous les syndicalistes sont de gauche, à part les syndicalistes de droite, mais globalement, la plupart des syndicalistes s'inscrivent dans le champ politique de gauche. Et donc, le problème, c'était les problèmes de chapelle. Quand on fait une chapelle commune, ben, tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile d'appeler à voter et d'accompagner. Donc cet outil-là, on en pense ce qu'on en veut. Il pose d'autres soucis, d'autres questions, d'autres problématiques, mais cet outil-là, il permet ça, au moins. Il permet, tu parlais d'intersyndical, il permet un intergroupe parlementaire et donc un interparti politique, et ben, qui permet cette union-là et d'avancer plus vite et d'avancer plus fort. Ah, alors on nous dit qu'il faut arrêter, mais je refuse de ne pas répondre à cette question. Je le fais en 2 secondes. Le rôle de l'AFI, je pense qu'il a été très clairement évoqué à plein de moments. Le rôle de l'AFI, il est à l'Assemblée, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on mène, etc. Mais il est sur le terrain, dans mettre en place des assemblées de circonscription, dans être de toutes les luttes. Moi, je viens d'un département où, dans le 04, on a maintenu une assemblée générale depuis 2017 qui s'est réunie tous les mois sans aucune interruption et qui avait pour objet principal de décider où est-ce qu'on allait porter nos forces le samedi
suivant, ou le mercredi suivant, ou le mardi suivant. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a gagné. C'est parce que quand il y avait quoi que ce soit dans le 04, ou qu'il y avait 150 personnes de réunies, ben, il y avait 90 insoumis et insoumises. Et voilà, c'est notre rôle. On n'est pas un parti d'avant-garde révolutionnaire. On est des militants, on est des insoumis, on est sur le terrain et on est avec les gens partout où ça bastonne, partout où ça lutte, et on continuera à le faire. Alors, on est obligé d'arrêter. S'il y en a qui veulent discuter plus informellement devant la salle, ça on a le droit quand même.